La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, hockey et politique avec Gino Cyr. Il y a de quoi qui touche un peu là, la voie ferrée. Donc, le gouvernement du Québec veut qu'à 300 mètres des deux extrémités d'une voie ferrée, c'est qu'il n'y a plus de construction résidentielle qui se réalise. Il y aura peut-être la possibilité, mais avec des normes supplémentaires. Antoine Lécuyer revisite le bruit des arbres en Gaspésie, 10 ans plus tard. Oui, mais c'est un film assez particulier à montrer à des jeunes. Je suis vraiment super content de l'initiative du Festival des Persides. Fédération des chasseurs et pêcheurs, un congrès pour s'informer et agir. Le 29 de mars 2025, puis là, ça commence à 8h30 le matin, puis ça finit le soir. Là, dans la journée, on fait venir les associations et tous ceux qui sont intéressés à la chasse et à la pêche peuvent venir participer à cette rencontre-là. Transport suspendu, des 65 ans et plus de la Gaspésie laissés sans solution en mars, congrès de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la GIM. Aujourd'hui, les centres d'action bénévole de la Gaspésie suspendent le service d'accompagnement transport bénévole pour les bénéficiaires de 65 ans et plus pour tout le mois de mars. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, cette fois-ci, c'est encore notre réunion mensuelle. On a 4 sujets au programme, mais on peut pas... Je voulais absolument qu'on commence avec le hockey. C'est, oui, notre sport national, mais encore plus national que jamais. Au moment où on se parle, le match a eu lieu hier. Oui. Moi, je vous ai dit que j'ai quitté le match au milieu de la deuxième période, parce que ça commençait tard pour moi, mais vous avez écouté le match jusqu'à la fin. Vos impressions du match? Écoutez, c'est sûr, certain que ça a été un super de beau match. Là. Moi, je pense qu'il y en a qui ont vraiment là, pris le relais hier. Puis de se rendre en overtime, puis un but là, par Mike David, là, regarde, écoute, on ne peut pas avoir un meilleur scénario. Mais je pense qu'il y a des arrêts spectaculaires qui avaient été faits parce que le match aurait pu aller d'un bord, de l'autre. Parce que hier, c'était un peu plus, là, on dirait que c'était un match de hockey, mais il y avait une autre plus portion politique, là, comme qu'on sait, avec tout ce qui se discute présentement, les échanges, là, entre autres, là, les messages là, directs et indirects du président Trump, là, à propos du 50e État, puis les tarifs douaniers. Donc, moi, je pense que présentement, le fait qu'on en parle beaucoup, on voit que les gens se rallient. Puis hier, le match de hockey, il y avait une certaine signification de dire que tous les Canadiens doivent se rallier, travailler ensemble. Donc, d'un autre côté, on parle beaucoup là, des échanges commerciaux interprovinciaux, d'acheter plus local, de faire plus de B2B, de qu'il y a divers messages qui est passé de diversification. Mais hier, je pense, là, peu importe là, que tu sois québécois, ontarien, Colombie-Britannique, là, je pense qu'hier, on était tous en arrière de l'équipe Canada. Puis le fait qu'on gagne, me semble que ça donne un espoir là, de maintenir là, la solidarité qui est en train de se mettre présentement. Donc, il y a un certain message qui est assez fort qui est passé, comme quoi que le Canada, il va être uni. Là. Puis ça c'est bien parce que là, il n'y a pas de bisbille politique. Là. Hier, il y avait un message, le Canada, on est là.
Puis je pense que Team Canada, hier, ils ont livré la marchandise. Oui, parce que le coach du Canada dit hier, je lisais les commentaires ce matin, puis le coach du Canada a dit on sentait que notre équipe portait le poids de 40 millions de personnes. On portait le poids du Canada. Et ça nous a fait du bien d'avoir gagné. Donc, oui, je pense que les joueurs l'ont senti, puis ils ont livré la commande. Oui, écoutez, honnêtement, là, que ça a été 2-1 pour les États-Unis, là, avant que ça vienne 2-2, avant l'overtime, là, je trouvais que, on s'apercevait que l'équipe là, des États-Unis était beaucoup plus jeune, donc faisant en sorte que nous, on a certains joueurs là, qu'on voit là, qui commencent à vieillir, puis donc, mais il reste que hier, là, le fait de gagner, on l'a gagné, donc, puis effectivement, c'est pas juste d'avoir gagné le trophée des 4 nations, c'est à une autre portée, là, puis je les ai même, là, quand ça a été le temps, là, ils ont chanté là, le Haut-Canada, l'interprète a fait exprès de changer des mots dans son interprétation pour un peu dire à M. Trump que tout le monde est uni, là, les Canadiens ensemble. Là. Donc, en tout cas, c'est le fun. En tout cas, moi, hier, j'étais bien content qu'il avait gagné. Il me semble que s'il aurait perdu hier, ça aurait juste mis un petit peu plus d'huile sur le feu là, au président Trump là, de encore plus nous narguer, là, puis d'essayer de nous abaisser. Je suis d'accord avec vous. Dernière question. Les huées, là, les huées des hymnes nationaux. Ben écoutez, là, tout le monde a son interprétation là-dessus, mais il faut juste se dire que les interprétations, c'est un lien aussi avec les guerres, c'est les respects aussi de nos anciens vétérans, puis je pense pas qu'on a à huer, là, là, je pense que présentement, oui, là, il y a peut-être là, des choses au niveau de négociations commerciales, là, mais je pense qu'il ne faut pas manger les choses. Là, ce que je veux juste dire, c'est que les hymnes nationaux sont juste là surtout pour le respect, puis le respect, entre autres, là, des gens là, qui... Et on nous lie beaucoup liés aux anciens combattants, là, avec la guerre. Donc, je pense pas là, que de huer, là, ça n'a pas sa place. Deuxième sujet, les OGAT. Il y a un message. Vous avez recensé, je crois, 196 lots qui seraient mis en péril si jamais... juste, vous me direz, c'est quoi l'acronyme là, que signifient les OGAT, mais il y a un enjeu. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y en est. Écoutez, je te dirais que présentement, l'enjeu, Thierry, c'est que moi, je suis maire depuis, mettons, 2007. Puis on s'avait fait une stratégie de développement immobilier, d'essayer d'avoir 100 nouvelles unités, un minimum de 10 nouvelles unités par année pendant 10 ans, au niveau du développement résidentiel. Le gouvernement a mis là, même la possibilité aux municipalités d'adopter certaines mesures pour mettre en place des incitatifs financiers. Donc, si vous allez sur le site web, le nouveau site web de la ville de Renaudière, en passant, dans le volet là, développement économique, là, au niveau immobilier, vous êtes en mesure de voir les incitatifs financiers qui étaient mis en place. Puis le but de ça, c'est que effectivement, on a des lots dans lesquels qui sont en développement présentement, puis il y avait du potentiel de développement avec lequel on travaille, comme entre autres le dossier de GAF Gagnon, dans lequel il va y avoir des nouvelles constructions là, à partir de 2025. Par contre, là, les OGAT, puis regarde, je pourrais pas te dire c'est quoi le terme, mais ce que je veux juste te dire, c'est que présentement, notre préoccupation à l'intérieur du changement réglementaire normatif, il y a de quoi qui touche un peu là, la voie ferrée. Donc, le gouvernement du Québec veut qu'à 300 mètres des deux extrémités d'une voie ferrée, c'est qu'il n'y a plus de construction résidentielle qui se réalise. Il y aura peut-être la possibilité, mais avec des normes supplémentaires qui engageraient des coûts, là, tu sais. Puis je peux comprendre, c'est toute une question de sécurité, là, tu sais, parce que avec ce qui s'est passé, là. Mais nous, d'un autre côté, dans la ville de Grande-Bière, en faisant le corridor, ben on a constaté que ça touche 196 lots. 196 lots présentement dans lesquels il y a du potentiel de développement résidentiel puis du développement locatif.
Donc, sachant qu'il y a une étude qui a été mise en place par Raymond Chabot-Grant Thornton, que nous, on a besoin de 232 nouvelles unités d'ici 2026. C'est une possibilité de 492 pour la MRC Rocher-Percé. Donc, on travaille en amont. Puis je vais vous le dire, là, je sais quand il y a eu la démarche pour avoir l'acceptabilité sociale puis d'avoir l'appui politique de l'ensemble des élus pour faire en sorte qu'on peut éventuellement apporter le train jusqu'à Gaspé, bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne le cache pas, j'ai même fait part au président de la Société de chemin de fer. Moi, c'est sûr et certain que je ne brimerai pas le développement de la ville de Ranvière. J'ai passé, oui, il y a eu un appui pour s'assurer que le train soit à Gaspé, mais s'il faut apporter le train jusqu'à Gaspé, puis qu'effectivement, ça vient toucher notre développement, puis que nous, on n'est plus en mesure, parce que présentement, à Grande-Vière, si vous regardez la voie ferrée, là, quand on regarde, là, que ce soit du côté de la mer ou le côté nord, ben, on a les contraintes aussi, là, d'érosion des berges, puis il y a de moins en moins de terrain. Donc, ça veut même dire là, que si éventuellement il y a des maisons qui brûleraient, là, mettons, à certains endroits, qui vont dans le rayon de 300 mètres, mais il n'y aura plus possibilité de se construire. Donc ça fait en sorte là, que ça vient diminuer, puis c'est des pertes de valeur. Donc c'est sûr, certain que nous, on a passé une résolution, puis hier, la résolution a même été envoyée, là, acquis de droit, là, à Mme Guilbeault. Là, vous demandez à Québec quoi précisément? Ah, bien, écoutez, là, je sais que moi, j'ai fait des démarches là, avec le député. L'attaché politique, Gilles Bois, m'a fait part quand on avait parlé au conseil principal du MAMACH là, de nos préoccupations. Semblerait-il qu'il va y avoir un comité de révision, là, puis qu'ils vont tenir compte là, d'un peu, mais des préoccupations de tout le monde. Mais moi, je ne me suis pas attardé à ça. On a passé une résolution, puis je voulais m'assurer qu'on faisait un travail. C'était quoi vraiment l'impact réel sur le développement économique de la ville de Grande-Vière, que si ça passait comme ça passait comme ça. Donc, comme nous autres, on va avoir une certaine souplesse. On veut s'assurer qu'à Grande-Vière, présentement, bien, que le développement puisse se poursuivre, puis qu'on n'est pas pénalisé avec ce nouveau cadre normatif-là. Vous demandez une exception à la règle ou prendre en considération la situation de Grande-Rivière? Bien, écoutez, moi, là, c'est drôle, mais le message là, que je porte, là, que pour moi, personnellement, pour moi, le développement immobilier à Grande-Vière est super important parce qu'on a des besoins. C'est une priorité. Puis, écoutez, là, si ça fait en sorte que ça viendra empêcher mon développement, bien, le message, c'est si vous voulez apporter le tronçon du chemin de fer jusqu'à Gaspé, bien, il va falloir qu'à partir de Port-Beau, vous trouviez un autre contournement vers la forêt publique pour vous rendre à Gaspé, parce que c'est pas vrai que vous avez passé dans le centre du village de la ville de Grande-Vière pour nous empêcher de faire notre développement économique, notre développement immobilier face aux besoins qu'on a présentement. Bon, vous êtes cohérent. Vous avez toujours dit que le logement, c'est une priorité pour vous. Alors, on n'est pas surpris d'ailleurs de votre position. Troisième sujet, rôle d'évaluation. Il y a un message à passer, vous l'avez souvent dit, le rôle en général a augmenté de 55 % chez vous parce que ça n'avait pas été fait depuis 2017. Certains ont même vu des hausses à 80 %. Si on est mécontent de la hausse, on peut quand même aller en appel, non? Oui, c'est ça. Donc, en réalité, le message que j'ai passé, c'est que présentement, quand il y a un nouveau rôle d'évaluation, là, parce que le nouveau rôle d'évaluation, normalement, il part à partir du 1er janvier 2025, là, que là, les comptes de taxes que les gens ont reçus, c'est à partir du nouveau rôle d'évaluation. Puis un nouveau rôle d'évaluation, ça peut arriver, là, que il y a des exceptions, il y a des choses, il y a des hausses, qu'il n'y a aucun sens, puis que ça peut apporter certaines explications. Donc, les gens ont jusqu'au 30 avril pour faire une demande de révision à la MRC. Il y a un formulaire. Okay. Le coût, c'est un montant de 60 $. Okay? Par contre, là, moi, là, j'ai demandé à Jean-Yves Boutan, qui est responsable de la taxation, de faire des validations avec Servitex. C'est que dans le cas, là, pour certaines demandes particulières, il y a même possibilité, là, en passant par Jean-Yves, de faire les démarches, là, de pouvoir avoir un appel là, directement avec Servitex pour être en mesure d'avoir des explications. Puis même avec un dépôt de 20 $, là, on peut avoir une copie
de l'évaluation, le pourquoi qu'on est passé. Là, donc là, présentement, c'est sûr que, moi, j'ai eu des cas, là, quand je vois une maison qui est évaluée à 150 000, puis du jour au lendemain, elle passe à 325 000. Donc, malgré que tu baisses ton taux de taxe, parce qu'on était à 1 $, puis on était à 66 cents, regarde, on a fait une baisse là, de pratiquement un tiers. Je comprends. Des fois, il y a des gens qui me disent ben là, Gino, si tu baisses ton taux de taxe, normalement, tu serais supposé d'avoir pratiquement le même budget, mais il y a d'autres choses qu'il faut tenir compte aussi. Nous, les municipalités, on tient beaucoup là, la tech, les tenants de lieu de taxes. Des fois, il y a des baisses à ce niveau-là. Puis même au niveau de la péréquation. Donc, la péréquation, là, moi, je me rappelle là, que quand je suis arrivé en 2017, elle était à 625 000. Puis l'année d'après, on était à 400 000. Donc là, tu avais un manque à gagner de 250 000. Ouais. Puis là, ils disent, ben là, c'est au niveau des TVQ, de la tech, dans lequel vous allez avoir un peu plus d'argent. Donc, au mois de septembre, octobre, souvent, on a juste ces informations-là. Mais moi, ce que je peux garantir à la population, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un travail qui est fait administratif avec les besoins. Puis comme tout le monde, il y a des hausses. Puis je me le cache pas. Là. Juste, je fais référence souvent aux produits chimiques. Là, on était à 85 000, puis on est rendu à 150 000. Puis écoute, là, lors de la dernière séance, je pense qu'on a payé une facture de 40 000. Là, donc là, on essaie de trouver des alternatives. Donc il y a la hausse des coûts. Donc on doit jouer avec ça. Mais reste, ce que je peux juste dire, c'est que depuis 2017, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait aussi avec le directeur général. Puis j'ai demandé au directeur général, quand il va passer ici à la TV communautaire, il y a des choses qui ont été faites, là, tu sais, maintenant, là, beaucoup de nettoyage de fossés, au niveau de l'entretien, tu sais, de beaucoup au niveau du réseau qui est en place. Ça a pris des investissements. Donc, souvent, il faut faire ces investissements-là annuellement pour éviter, là, tu sais, qu'il y a des bris majeurs, puis de s'assurer d'entretenir un peu, là, tu sais, notre machinerie, là. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, je sais qu'il y a bien une dizaine de personnes là, qui est venue nous voir, puis là, il y a un processus qui est mis en place. Mais on vous avait jusqu'au 30 avril. Le 30 avril, mais de façon générale, là, nous, ce qu'on a mis en place, la façon qu'on a fait les choses, je vous dirais que les gens qui ont, mettons, une évaluation là, en bas de 150 000, 175 000, la hausse, là, c'est 100 $, c'est 200 $, puis même c'est nous qui sommes en bas de ça, là, tu sais. Il y en a qui payent moins de taxes qu'ils payaient, là, tu sais. Donc, le rôle d'évaluation. Puis en plus, leurs maisons ont une meilleure valeur. Donc, tu sais, aujourd'hui, c'est pour certains propriétaires, ça vient plus respecter au niveau du marché. Puis je sais qu'il y a des gens, des fois, qui au niveau de leur prendre leur retraite, mais là, aujourd'hui, ils sont capables de démontrer, là, tu sais, que leur maison a une certaine valeur, tu sais. Mais je peux comprendre que les taxes, tu sais, c'est dans lesquelles les gens ne veulent pas qu'il y ait une augmentation de taxes, mais il reste qu'il faut tenir compte de l'inflation. Quand on fait des négociations de conventions collectives, qu'on fait maintenant des ajustements, puis qu'on regarde les hausses des prix, bien, un budget, là, c'est revenu-dépenses. Puis moi, j'essaie de le faire dans le meilleur respect en tenant compte de la capacité de payer des citoyens. Puis c'est une des raisons pourquoi on travaille sur la diversification économique. Hein. Si on peut apporter des nouvelles résidences, des nouveaux payeurs, des nouveaux immobiliers, c'est pour apporter des nouvelles taxes. Puis quand on parle du hub d'innovation, ben ça en fait en sorte, c'est des nouvelles entreprises qui viennent s'intégrer puis qui vont nous aider dans la recette fiscale d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, mais le rôle d'évaluation, c'est un impact. Je pensais que ça aurait été pire parce que, comme je disais, là, 55 % la moyenne, là, c'est parce qu'il y en a qui sont en haut de 90, puis il y en a qui sont en bas. Mais c'est sûr et certain que quelqu'un qui a eu une augmentation de 115 %, puis qu'il y a eu des changements, puis que là, le rôle d'évaluation considère, tu sais, ils prennent d'autres calculs en considérant certains éléments. Moi, tu sais, j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est une firme externe qui s'occupe de ça. Donc, la démarche que ça faire, c'est parler à Jean-Yves au niveau de la taxation. Okay. Je pense que Jean-Yves, c'est la bonne personne là, pour bien orienter les personnes. Comme que je dis, là, les gens qui ont des préoccupations, je sais qu'il y a eu des appels, il y a eu des échanges directement avec Servitec. Il y a possibilité d'avoir ta propre analyse pour 20 $ avant de procéder là, à une évaluation complète. Là. Puis des fois, ça
Ça peut se justifier, là, tu sais. Je dis juste, là, il y a des gens là, si vous voulez faire la démarche, vous avez le droit jusqu'au 30 avril. C'est dit. Maintenant, la politique étant ce qu'elle est, ça fait plusieurs années que vous y êtes, tout ça est multiforme, la politique, c'est pas facile. Hein? Année électorale, la question se pose. Ça ressemble quoi l'avenir politique pour Gino Cyr? Écoutez, l'avenir politique là, pour Gino Cyr, tu sais, t'es pas le premier qui m'en parle, tu sais, mais c'est que quand tu t'embarques dans un mandat, c'est pour un minimum de 4 ans. Puis souvent, les gens me posent la question, Gino, t'es-tu maire à temps plein, pas plein, temps plein? Mais tu sais, quand t'es maire, là, puis t'es ta responsabilité, c'est 24 heures sur 24. Je sais que je considère que de 2017 jusqu'à aujourd'hui, je considère qu'on a fait des belles réalisations en Grande-Rivière, on a fait des avancements de beaux projets. Par contre, là, je vous le cacherai pas, que le contexte économique, là, qu'on regarde autant au niveau provincial, au niveau fédéral, là, au niveau des coupures, de plus en plus de responsabilités avec de moins en moins de moyens. Écoutez, là, pour une petite municipalité, des fois, qui a des effectifs réduits, moi, je suis pas une municipalité avec un département de développement économique. Donc, présentement, on a d'excellentes ressources. Puis, éventuellement, je sais qu'il y a des ressources, là, qui... veut pas, là, il va prendre la retraite bientôt, puis il y a des gens là, à Grande-Rivière qui occupent des postes stratégiques, donc il faut s'assurer d'avoir des bonnes ressources. Moi, personnellement, là, avant de me prononcer, je veux juste m'assurer que les gens qui continuent puis qui veulent travailler, qui veulent se présenter au sein d'un conseil, bien, ça prend des gens qui veulent vraiment faire avancer la ville, d'un. OK? Donc, moi, le message que je veux juste m'assurer, demain matin, tu me dis, Gino, écoutez, il y a des gros dossiers, je suis toujours, j'ai toujours la fibre, pour relever le défi, mais je veux m'investir pour les 4 prochaines années pour les bonnes choses, pour m'assurer de faire avancer ma ville, puis en tenant compte, mettons, de la capacité de payer des citoyens, etc. Mais je veux juste m'assurer que les candidats qui doivent se présenter, ils sont là pour la bonne cause. Parce que personnellement, là, vous parlez des conseillers? Oui, au niveau des conseillers. Okay. Au niveau des conseillers, je regarde ce qui se passe, là, puis je n'aimerais pas de municipalité, mais on regarde un petit peu ce qui se passe un peu ailleurs, là, tu sais, moi, là, présentement, juste pour vous donner une idée, c'est un site, là, je parle beaucoup, là, que ce soit là, avec Mme Diane Boutillier pour certains dossiers, que ce soit au niveau provincial, au niveau du MAPAC, on est en train de négocier pour aller chercher 1 million supplémentaire avec le projet de l'OMH qui veulent qu'on investisse 327 000 $ pour notre mise de fonds. Donc, on travaille là-dessus, on est restreint parce qu'on veut respecter la capacité. Donc, il y a des dossiers majeurs qui peuvent avoir des impacts sur la municipalité. Ouais. Puis des fois, tu as des gens qui mettent vraiment de l'emphase sur des dossiers là, minimes, puis qui rugent beaucoup de temps. Donc, moi personnellement, j'ai pas de temps à perdre pour ça. Donc, je vous dis, moi, la seule chose que je veux juste m'assurer, c'est que je vais avoir des conditions gagnantes. Conditions gagnantes, donc m'assurer que le prochain conseil qui soit mis en place. Puis ça, c'est démocratique, là. Donc, ce que je veux juste dire, que j'ai l'intention de me présenter, mais je ne t'annoncerai pas officiellement aujourd'hui que je me présente. Vous allez le faire dans la mesure où tout le monde pousse ensemble dans le bon sens? Ça peut ressembler à ça? C'est ça, en plein ça. C'est que, tu sais, moi je pense... C'est ça la condition, là? Bien, la condition, c'est ça. La condition, c'est ça. C'est sûr, certain que je veux juste éviter de me ramasser éventuellement dans un conseil dans lequel qui pourrait être divisé. Puis quand c'est divisé, ben, tu sais, tu travailles pas pour l'avancement de la ville, là. Tu sais, puis moi, ben, si on travaille pas pour l'avancement de la ville, ben ça m'intéresse pas. T'sais, moi, personnellement, tu sais, j'ai beaucoup d'opportunités qui est devant moi, tu sais, puis j'ai le goût de continuer. Tu sais, j'aime la ville, il y a des beaux défis. Mais il faut que les gens soient conscients que les défis qui sont devant nous, ça prend des gens au niveau d'un conseil qui sont en mesure de pouvoir contribuer à sa façon,
mais dans l'intérêt de faire avancer la ville et non pour d'essayer de créer de la division ou peut-être faire de la désinformation. Tu sais, c'est drôle à dire, là, mais Trump, il a été élu comme ça, avec de la désinformation. Là. Donc, moi, je veux juste m'assurer que les gens prennent conscience là, qu'à Grande-Vierre, ce que je suis fier de dire, qu'une municipalité de 3500 en bas de 5000, Montjoly à Montjoly, là, si on regarde l'ensemble des investissements qui étaient faits publics dans une municipalité, puis l'état de l'avancement d'une municipalité, dans les 8 dernières années, même pas juste le dernier mandat, les 8 dernières années, je considère que la ville de Grande-Vierre, je vais être modeste, là, partie top 3, mais je peux te dire qu'à bien des endroits, on ne prend pas le position. Ce sera dit, c'est dit, M. le maire. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. La chasse et la pêche font partie intégrante de l'identité gaspésienne. Et derrière ces traditions, il y a des passionnés qui veillent à leur préservation et à leur transmission. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Alain Poitras, de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pour parler du rôle de l'organisation, des enjeux actuels et du congrès annuel qui se tiendra cette année à Chandler le 29 mars. Un événement où les amateurs pourront s'informer, échanger et discuter des grandes questions qui touchent leur passion. La mission de la Fédération, c'est de travailler très fort pour aider les chasseurs et les pêcheurs à tout comprendre qu'est-ce qui est chasse puis ce qui est pêche, naturellement. Donc, toute la question des habitats fauniques, les cours de maniement d'armes à feu, les cours de maniement d'arc arbalète qui est donné par la Fédération, toutes les bourses que notre organisation donne pour la relève, les jeunes. Après ça, on a à peu près 200 coqs associations qui sont membres de notre organisation, qui sont là en même temps pour nous aider à défendre le point, à défendre la réglementation, à défendre tout ce qui peut toucher de près ou de loin la chasse puis la pêche. Après ça, on a beaucoup de partenaires avec nous autres, toutes les fédérations, les ZEC, les pourvoyeurs, la CEPAC, tout ce monde-là, c'est tout comme une entité ensemble, là, qu'on fait beaucoup de partenariats avec ces compagnies-là, avec ces fédérations-là. On travaille très fort et tout avec le ministère pour justement gérer les plans de gestion, tout ce qui est décidé un peu, ben, on a beaucoup de quoi à dire là-dedans. Fait que nos associations nous aident beaucoup, les membres nous aident beaucoup. Puis c'est ça. Fait qu'on est là et tout pour la protection de la faune. Et vous vous rassemblez une fois par année. Je sais que vous faites votre congrès bientôt. Est-ce que tu veux nous donner un peu justement les dates et où ça va avoir lieu? Ah, ben, le congrès, c'est comme à chaque année. On se promène un peu partout en Gaspésie, côté nord, côté sud. Là, cette année, on est du côté sud. On est au camp Bellefeuille à Chandler, le 29 de mars 2025. Puis là, ça commence à 8h30 le matin, puis ça finit le soir. Là, dans la journée, on fait venir les associations et tous ceux qui sont intéressés à la chasse et à la pêche peuvent venir participer à sa rencontre-là. Il y a des forfaits pour la journée pour toutes sortes de choses différentes. Là, après ça, il y a des présentations qui vont se faire de 10 heures le matin à peu près jusqu'à 15 heures sur toutes sortes de sujets. Le bilan de la faune, cette année, il va y avoir le bilan de la faune, il va y avoir les accès aux ressources marines, donc ça veut dire tout ce qui est pêché dans la zone 21.
dans le fleuve, dans la baie, toutes ces choses-là. Après ça, normalement, la Sûreté du Québec et la protection de la faune devraient être là pour venir parler des activités qu'il y a eu en 2024, Opération Panache, toute la question de sécurité en forêt pour les armes à feu, etc., etc. Puis après ça, il va y avoir probablement d'autres sujets, mais là, c'est pas tout complété encore, là. D'accord. Peux-tu nous rappeler justement les dates exactes et puis est-ce qu'il y a besoin, j'imagine, de s'inscrire d'avance? Ah, c'est ça. Ouais. Bon, il va y avoir une affiche là, qui va être placée probablement la semaine prochaine là, de Port-Daniel environ jusqu'à Percé. Il va être affiché partout. La journée, comme je vous dis, c'est le 29 de mars. C'est un samedi. Ça commence à 8h30 le matin, puis ça finit vers 16h. Et après ça, vers 17h30 à peu près, 17h, pas loin de 18h, il y a un cocktail. Puis après ça, il y a un gros banquet le soir. Un gros banquet avec un traiteur, 4 couverts. Et après ça, il va y avoir un chansonnier le soir qui va faire de la musique pour danser et tout ça. Fait que c'est un peu tout ça qui va se passer dans la journée. Ouais. C'est une occasion de se retrouver, mais aussi de s'informer. Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants qui vont être là pour informer les gens. Est-ce que c'est aussi des moments où vous faites, j'imagine, des échanges, mais vous parlez de sujets peut-être un petit peu plus, je ne sais pas si c'est le bon terme là, mais qui peuvent être tendus ou des problématiques liées à la chasse à la pêche? Oui, puis c'est ça. Là, nous autres, on va avoir une biologiste qui va venir dans l'avant-midi faire une présentation sur le bilan de la chasse. Mais les gens vont pouvoir y poser des questions sur tout ce qui concerne le gros gibier, l'ours, orignal, chevreuil. Il va y avoir ça. Là, il y a des grosses affaires qui s'en viennent pour 2026, mais là, il est trop tôt. Fait que probablement qu'en 2026, ça va promettre des discussions peut-être un peu plus grosses, si on peut dire ça comme ça. Mais là, il y a des dossiers qui s'en viennent là. On essaie de planifier d'autres sortes de présentations. J'essaie de faire des approches, exemple, avec le ministère pour le caribou. Fait que, tu vois, c'est toutes des affaires qui est pas toutes réglées encore parce qu'il reste encore du temps un peu. Mais j'essaie de combler mon ordre du jour pour essayer de satisfaire tout le monde qui va être là. Et oui, c'est ça qui va être le fun. On a 10 associations qui sont membres de notre organisation. Et la priorité, c'est sûr, c'était les associations qui doivent être là. Parce que s'il y a des votes à prendre ou quelque chose de même, ou peu importe sorte de vote qu'il pourra avoir, ben c'est les associations qui ont le droit de vote qui vont être présents. Mais comme je vous dis, tout le monde peut être là, tout le monde a le droit d'aller au micro puis aller mentionner le commentaire, aller poser des questions aux personnes qui vont être là pour faire les présentations. Puis c'est vraiment un échange qui est le fun. Tout le monde se rejoint, tu sais, il va y avoir un dîner sur place, comme tu as dit, il va y avoir un cocktail le soir qu'on va farmer, puis banquet, puis tout ça. Fait que il y a vraiment un contact qui est le fun. Puis là, ben, ça va rejoindre une bonne partie du monde qui sont dans la baie des Chaleurs, du côté-là. C'est plus dur pour le monde du côté nord parce que là, c'est plus loin. Ben, une autre année, on va être de l'autre côté. Puis là, ben, ça va être le monde de l'autre côté qui vont être là plus que du côté sud. Bon, c'est pour ça qu'on essaie de se promener là-bas. Puis quand tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui s'en viennent pour 2026, est-ce que c'est parce que tu parlais d'annonces gouvernementales qui vont affecter les choses au niveau de la chasse et de la pêche? Oui, là, ce qui s'en vient pour 2026, c'est le plan de gestion de l'orignal, plan de gestion du petit gibier, plan de gestion du brochet, plan de gestion du bar rayé. C'est 4 gros plans de gestion qui s'en viennent, mais c'est pas prêt là. Là, ça, c'est des plans qui réévaluent. Ouais, c'est ça. C'est des affaires qu'on est en train de travailler, qu'on réévalue. L'année passée, à Grande-Vallée, on avait réussi à prendre des positions un peu sur comment qu'on va travailler sur ces dossiers-là. Mais là, le ministère est pas prêt à nous donner les opinions finales. Ça va probablement aller à l'automne. Fait que on peut pas trop en parler au Congrès parce que on n'aurait rien à dire sur ces affaires-là. Parce que là, ils sont en train de discuter et de travailler sur les demandes que nous autres on a faites, que les autres fédérations ont faites. Fait que tant que ça sera pas tout comblé ensemble,
puis que le ministre n'aura pas pris une décision, ben là, on pourra pas dire on fait quelque chose avec ça. Puis même l'année prochaine, mais qu'ils prennent sa décision à l'automne, mais peut-être que l'année prochaine, on va juste parler de bon, voici tout ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais pour l'instant, on peut juste dire, on peut pas dire rien parce qu'on avait déjà pris nos positions, nous autres, au Congrès l'année passée. Fait que là, il faut parler d'autres choses. Puis là, ben, les d'autres choses, ben, c'est ça. Puis, D'accord. là, il y a des affaires qui s'en viennent pour la pêche, mais on n'a pas de présentateur pour venir le faire parce que c'est pas évident. De toujours trouver du monde pour venir nous aider. Puis justement, je profite de t'avoir là, justement en entrevue parce que dernièrement, j'ai fait beaucoup d'entrevues en ce qui concerne le caribou. Alors, je sais qu'il y a toute cette histoire de la zone protégée là-haut dans le parc autour de la Gaspésie. Mais toi, vous, votre relation justement avec cet animal et la chasse, c'est quoi? Ben, comme je te dis, nous autres, on n'est pas contre la protection du caribou. On n'a jamais été contre la protection du caribou. Et c'est sûr que c'est pas évident tout ce qui se passe dans le parc, pour le caribou, parce que là, il est comme éparpillé un peu partout. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Ils ont même clôturé les femelles en gestation pour qu'elle ait à moins de misère à avoir ses petits et tout ça. Ça, on comprend tout ça. Mais là, depuis une couple d'années, il parlait d'une zone tampon qui était en dehors du parc, en direction, mettons, en direction par Saint-Anne-des-Monts. C'était mieux plus par là. Puis là, il y aurait un autre endroit le long de la 299, à gauche, presque en face du parc, qui ont ciblé un secteur-là. Puis là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puis on fait des consultations publiques. Ça serait supposé commencer cette semaine, aller jusqu'au 20 de mars. Ils vont faire des consultations publiques sur les fermetures de chemin. Fait que là, ils parlent qu'il va y avoir tant de kilomètres de chemin qu'ils veulent probablement former pour donner une chance aux caribous, à refaire peut-être de nouvelles régénérations, essayer de les protéger contre les prédateurs, tous ces genres de choses-là. Fait que c'est sûr que là, nous autres, on a eu la consultation, nous autres mêmes personnellement. On a déjà une opinion, mais on veut quand même attendre que tout se fasse, tout se fasse, par exemple, partout, là, ce qu'ils veulent faire. Et on aimerait bien qu'ils viendraient au Congrès nous présenter cette présentation-là. Parce que là, moi, Alain Poitras, là, moi, je suis pas un technicien forestier, puis je suis pas un biologiste, puis tout ça. Moi, je peux bien dire qu'est-ce que nous autres on pense, mais c'est d'expliquer pourquoi ils font ça, ben, ça prend quelqu'un du ministère pour venir l'expliquer. Fait que là j'essaie de travailler pour voir si je peux avoir quelqu'un qui viendrait au Congrès pour venir nous montrer la carte et nous expliquer pourquoi ils veulent faire ça. Parce que là, il y aurait probablement trois sortes de chemins qu'ils voudraient former. Puis là, c'est là que nous autres, on a à travailler avec eux autres. Parce que c'est des chemins que tu dis ça affecterait, j'imagine, les chasseurs, tu vois, c'est pour ça? Pour certains, nous, ce qu'on pense, c'est que pour certains chemins, oui. Ben, tu vois, ils veulent former des chemins qui sont, par exemple, peut-être plus petits. Mettons, exemple, des chemins pédestres qui ont probablement déjà servi pour les choses internationales, ou les trails de quatre roues qui ont peut-être déjà servi pour l'association des quatre roues, là, tu sais, les trails qu'ils ont à chaque partout. Puis là, après ça, ben là, t'as les trails, c'est plutôt des chemins plus larges, juste qu'il y a des coupes forestières, il y a déjà eu des coupes forestières. Puis là, ils ont fini leurs affaires, puis ils reviendront peut-être pas là avant je sais pas comment d'années. Puis les autres, ils pourraient probablement en former. Ils ont tant de kilomètres qu'ils veulent faire. Ça peut être étiré sur peut-être 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Fait que là, c'est plutôt les plus larges là, que nous autres, on accroche un peu parce que on sait que nos chasseurs se servent de ces chemins-là pour aller un peu, mettons, aller un peu plus loin, puis mettre le roulotte là, puis faire le chasse dans le coin où ils chassent. Tu sais. Puis si c'est tout à reformer, ben il pourra peut-être plus se rendre là avec le roulotte. Est-ce que ça va faire des conflits, puis des petits accrochages, peut-être. Mais c'est ça que là, qu'on va vouloir travailler avec le ministère pour voir comment qu'on peut s'arranger pour être tout content, tout le monde. Oui, hein, OK.
En tout cas, merci beaucoup Alain. Puis pour ceux, comme tu disais, qui voudraient avoir plus d'informations sur ce congrès, ça s'en vient un petit peu plus tard. Les gens peuvent être aux aguets des affiches qui vont se poster. Puis, c'est ça. Les affiches vont être mises probablement la semaine prochaine. On va envoyer quelqu'un pour les placer. Je suis en train de travailler justement avec l'imprimerie là, pour monter l'affiche. Puis c'est une personne de Grande-Rivière, s'appelle Linda Lévesque. C'est dans le 418-385-3587. Ça va être marqué sur l'affiche. Là, ils peuvent appeler là puis s'inscrire, puis s'informer des forfaits. Parce que, comme je te disais, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans la journée. Donc, il y a des forfaits, exemple, pour les dîners, les soupers. Il y a des forfaits pour toute la journée. Il y a des forfaits pour les jeunes en bas de 18 ans, à moitié prix, parce qu'on va essayer d'attirer tous les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à des cours de maniement d'armes à feu puis d'arbalète. Ben, on aimerait ça que d'autres, ils viennent voir comment ça se passe. Fait qu'on demande aux parents, emmenez vos jeunes avec vous autres pour qu'ils viennent voir c'est quoi la fédération puis c'est quoi l'application que nous autres on fait pour aider les chasseurs et les pêcheurs. Puis un peu de tout ça. Puis là, comme tu as dit, il y a plusieurs sortes de forfaits. Le forfait le plus cher, c'est une centaine de piastres. Mais là, t'as le dîner là-dedans, t'as le cocktail, t'as le banquet. Puis en plus de ça, on va avoir 12 000 piastres en prix. On va faire tirer. Intéressant. Il y a des forfaits de saumon, il va y avoir un arbalète, il va y avoir peut-être d'autres choses. Là. J'ai pas tout fini de compiler ça. Là. Ben, il va y avoir des prix de présence en plus de ça, puis des beaux prix de présence. Fait que je pense que ça va être le fun, puis ça se passe au Cap Bellefeuille. On va être bien, puis on invite tout le monde à venir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. Dix ans après le tournage de Le bruit des arbres, Antoine Lécuyer est de retour en Gaspésie. Mais cette fois, ce n'est pas pour incarner Jérémy, ce jeune, en quête d'ailleurs, mais pour rencontrer ceux qui découvrent aujourd'hui son histoire sur grand écran. Dans le cadre de la tournée Cinéma Nomade organisée par le festival Les Perséides, l'acteur est allé à la rencontre des jeunes du secondaire et du cégep pour partager son expérience, raconter des anecdotes de tournage et échanger sur l'importance du cinéma québécois. Pose-moi avec l'auto. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour. Les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une fois deviendra ton vautour. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. J'aime une fois, j'aime pour toujours. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Baby.
que ferais si je vendais ici? Ben, c'est chez vous ici aussi, là. Hein? Non, pas. C'est chez vous. Je sais que la tournée Cinéma Nomade se termine demain. Je voulais quand même savoir comment est-ce que tu vis en ce moment, comment ça a commencé, puis tu vis cette expérience avec la rencontre des jeunes en région, là, comment ça se passe? Ouais, ben c'est un film assez particulier à montrer à des jeunes. Je suis vraiment super content de l'initiative du festival Les Persides pour inciter là, les jeunes à aller plus voir les films québécois ou les films au cinéma en général. C'est vraiment le fun en fait parce que on passe vraiment par tout le trajet qu'on a fait durant le tournage du film il y a 10 ans. Donc, tu sais, sur la route, là, on se pointait les endroits clés là, qui ont été marquants pour nous pour le tournage. Fait que c'est vraiment le fun. C'est très chargé comme horaire. On n'aurait jamais plus qu'une nuit à un hôtel ou à un endroit. Puis les jeunes sont super réceptifs. Il y a des classes de secondaire 4 et 5 et de cégep. Puis c'est vraiment le fun. Tu sais, on présente un petit peu le film au début, on met un petit peu en contexte. Puis après la projection, il y a ce qu'on appelle un Q&A, un question and answer. Puis la réception est vraiment le fun. Les questions sont vraiment le fun. Les gens sont allumés. C'est vraiment une réussite, là, je trouve, là, du festival. Ouais, parce que ce film-là, il a été tourné il y a 10 ans, si je me trompe pas, il me semble, c'était en 2015. Et puis là, tu le montres, c'est pas forcément une nouvelle génération, mais on n'est pas loin d'une autre génération, à des jeunes qui l'écoutent en ce moment. Comment ça les touche eux, et puis comment toi tu vois leur réaction là-dessus? Ben, tu sais, c'est un film assez intemporel finalement. Tu sais, ça a été tourné en Matanie, mais c'est pas clair où et quand est-ce que l'histoire se passe. Fait que oui, c'est assez intemporel. Moi, durant le tournage de ce film-là, j'étais en train de finir mon secondaire chez mon oncle et ma tante dans les Laurentides, donc j'avais quitté la ville. Puis je voyais, tu sais, c'est pas si loin de ça là, de Montréal. Tu sais, c'est pas creux comme dans le film, mais reste que je remarquais des espèces de similitudes entre les jeunes du film puis les jeunes autour de moi, cette espèce de besoin-là de se stimuler par peu importe le moyen, aussi brillant que complètement dangereux. C'est sûr que ça dépend des jeunes et de leur nature, là. Tous les jeunes sont pas comme ceux qui sont présentés dans le film. Mais je pense que ça leur parle. Je pense que on a tous des relations avec nos amis, avec nos parents. Ça fait partie de l'expérience humaine. Je pense que c'est un film particulier à aborder. Parce que c'est fait par tableau un peu. Il y a pas exactement de causalité entre les scènes. Chaque scène peut se suffire elle-même. Le réalisateur François Péloquin voulait exactement ça pour son film, puis c'est exactement ça qu'il a réussi à faire. C'est tu t'assois puis tu regardes des gens, tu regardes un paysage, tu regardes la vie se passer. Fait que je pense que ça parle aux jeunes, à moins qu'ils me mentent en pleine face. Ouais, parce que comme tu dis, tu étais jeune à l'époque, tu avais 17 ans, c'est une expérience formatrice, j'imagine, à cet âge-là. Avec le recul, comment tu vois, toi, le rôle aujourd'hui dans ton parcours d'acteur? Je suis content, ça faisait un bout en fait que je l'avais vu, ça faisait presque 10 ans. Je suis content parce que ce que j'avais pensé vouloir faire à cette époque-là, je réalise que j'étais vraiment pas loin en fait là, de ce que je voulais faire. Jérémy Otis, le personnage, c'est un personnage qui
qui fait beaucoup de bruit, qui a besoin de se faire entendre, c'est un poussin qui pense qu'il est un coq, là. Vraiment, il rêve d'être un transfuge de classe, de porter des grosses chaînes, il est un peu mal à l'aise dans la modestie de son milieu de vie. Puis c'est quelqu'un c'est ça, qui pense qu'il est vraiment plus gros et plus grand que ce qui est vraiment. Il se cherche encore. Puis je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, je connais pas un ado ou une ado qui s'est pas cherché comme ce personnage-là. Fait que non, je suis content de ce qu'on a réussi à faire, en fait, là. Et ça, je sais qu'il y a certains films, souvent, bon, il peut y en avoir plusieurs, mais il y a une scène qui peut marquer particulièrement un acteur. Est-ce que dans ce film-là, ou quand tu le présentes aujourd'hui aux jeunes, tu vois qu'il y a peut-être plus une scène ou des scènes particulières qui font plus jaser ou qui sont plus inspirantes ou que toi, ça t'a inspiré à jouer? Il y a une scène qui ressort, puis je m'attendais pas à celle-là particulièrement parce que c'est pas la scène euh, la plus impressionnante ou la plus ça a l'air d'être une scène assez banale, mais c'est Jérémy qui chante du rap devant son miroir, qui se la joue, qui se met dans son espèce de personnage de gangster rap. Puis il y a son père qui vient lui voler une chaîne, puis la mettre au cou de sa conjointe, puis ils commencent à danser ensemble. C'est une scène aux apparences banales, mais qui ressort assez souvent. Il y a aussi la scène du chien. Je sais pas trop ce que je veux dire ou ce que je veux pas dire, mais il y a une scène assez triste avec un chien. Celle-là aussi, elle marque particulièrement les gens. C'est les deux scènes qui ressortent principalement puis qui ont parlé aux jeunes. Je pense que je m'attendais pas nécessairement à ce que ce soit ces scènes-là, mais on peut pas prévoir l'écho que le film peut provoquer chez les gens. Est-ce que tu vois que les jeunes, justement, que tu rencontres en ce moment lors de cette tournée, ils sont curieux un peu du métier d'acteur? Est-ce qu'ils te questionnent en général là-dessus? Oui, Oui. oui. Ouais, c'est beaucoup comment tu as commencé. Comment est-ce que tu abordes un rôle par quel bout est-ce que tu commences à prendre le tour? Fait que c'est beaucoup des questions par rapport à comment aborder un rôle, par où tu commences, qui est une excellente question quand même. Oui. C'est quoi tes projets en ce moment ou les projets à venir là on va dire, parler de l'acteur Antoine Lécuyer. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à te voir dans des projets tournés bientôt? Oui, en fait, il y a une série qui va s'appeler Rouge Forêt. Je fais un personnage. C'est ça, je peux pas trop en dire, mais mon personnage va devenir un enjeu dans la série. C'est une série assez particulière. C'est du jeunesse, mais le ton est assez sérieux quand même. Puis là, on parle de science-fiction, survivalisme, brèche dans le temps, assez flyé. Je pense que si j'avais 12 13 ans, j'écouterais ça. C'est intéressant. Et pour terminer, là, je sais que cette tournée du cinéma nomade te permet de faire un peu ton tour de la Gaspésie aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais fait déjà auparavant, mais as-tu un coup de cœur en général pour un endroit dans la région qui t'affectionne particulièrement? Je suis vraiment pas original, mais moi, c'était la première fois, en fait, que j'allais aussi creux puis que je voyais le rocher percé. Gaspé, cette petite ville qui était complètement ensevelie sous la neige. Quand on est arrivé, tout était fermé. C'était pas à proprement dit, c'était pas vivant. Mais mon Dieu, que je l'imaginais pleine de vie. C'est vraiment cute. C'est la première fois que je suis en Gaspésie l'hiver, puis le paysage est comme vraiment coupé le souffle. Là. C'est brut, c'est vraiment le fun. Les gens, comme à l'habitude, je veux dire, sont souriants, t'as des belles conversations. Les gens sont
sont pas gênés, sont altruistes. Fait que c'est vraiment ça qui ressort. Je sais que c'est quasiment un cliché de la Gaspésie, mais mon Dieu que c'est vrai. Est-ce que d'ailleurs c'est la première fois que tu participes à ce genre d'initiative de ce genre-là, où tu vas présenter, puis partager, faire un échange sur un projet sur lequel tu as travaillé comme ça? Ça se fait souvent en festival de films, beaucoup, soit à travers le Québec ou à travers le monde. Je te dirais que cette initiative-là, elle est très, très jeune, là. C'est dans le cadre du festival des Perséides. Je pense que c'est leur première année, en fait, du cinéma nomade. Puis c'est une tournée comme ça qui a une espèce de but. Le but étant d'inciter les gens à aller plus voir les films au cinéma. Je pense que c'est la première fois, oui. Habituellement, c'est vraiment plus dans le cadre d'un festival, donc c'est un rendez-vous entre cinéphiles puis voilà. Mais comme je suis vraiment très, très ouvert à ce qu'on ait d'autres des projets comme ça, je pense que c'est vraiment important, puis ça crée des belles rencontres, puis des vraiment belles discussions, puis on va l'espérer, ça va inciter quelques personnes à aller plus au cinéma. C'est ça, parce que j'imagine c'est ça l'objectif de connecter les jeunes avec le cinéma québécois. Est-ce que tu ressens que chez les jeunes, il y a encore une volonté justement de s'intéresser un peu au cinéma en général? Je pense que oui. Je pense qu'on est dans un creux, mais que c'est vraiment pas fini. Il y a absolument rien qui peut remplacer le cinéma. Je l'entends souvent, tu sais, même si les gens sont moins vont vraiment plus choisir leur, tu sais, ils vont peut-être pas aller 15 fois dans l'année au cinéma comme peut-être quand j'étais plus jeune, mais reste que c'est une expérience que tu peux pas reproduire ni à la maison ni ailleurs en fait. Tu te fais pas déranger par le téléphone ou par les animaux, c'est vraiment une espèce de moment très très intime entre toi puis une œuvre. Puis ça, je crois pas que ça va se perdre, même s'il y a des montagnes russes, là, c'est sûr et certain, mais je pense que les jeunes vont encore au cinéma. En tout cas, Antoine, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, je sais que la tournée termine demain. Est-ce que ce soir, vous êtes où exactement ce soir d'ailleurs? Ce soir, on va se diriger vers Amqui, en fait, où on va finir notre tournée. On a une autre présentation ici au Quai des Arts à Carleton-sur-Mer ce soir. Puis là, après ça, on va se diriger vers Amqui, puis ça va être la fin de notre petite tournée. Donc, on aurait fait un 4 ou 5 villes. Puis c'est tout le temps dans des espaces que les gens étaient souvent même pas au courant qu'il y avait une salle de cinéma là. Il y a l'hôtel Baker à Gaspé où on a été. Il y a comme une petite salle de cinéma underground en dessous de l'hôtel où il y a apparemment souvent des projections. Ici au Quai des Arts, il y a le Ciné Étoile. Donc c'est des salles que de ce que je comprends, les gens étaient peut-être même pas tous au courant que ces salles-là existaient. Donc au moins ça met ces salles de projection là sur la map. Puis voilà, ça peut en inviter 10 de plus à venir voir des films en salle. On va avoir réussi notre pari. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.
les centres d'action bénévole de la Gaspésie suspendent le service d'accompagnement transport pour les aînés de 65 ans et plus en mars, faute de financement. Essentiel pour les déplacements médicaux, ce service est menacé après la suppression des 200 000 $ accordés par le CIS. Chaque année, les bénévoles parcourent plus de 477 000 km pour près de 1000 bénéficiaires, un coût devenu insoutenable sans soutien financier. Les centres d'action bénévole réclament 350 000 $ pour assurer sa continuité. Voici la conférence de presse qui a eu lieu ce lundi 24 février. Aujourd'hui, les centres d'action bénévole de la Gaspésie suspendent le service d'accompagnement transport bénévole pour les bénéficiaires de 65 ans et plus pour tout le mois de mars. Cette coupure temporaire de service est rendue nécessaire par le manque de financement. Les demandes ne cessent d'augmenter et cette année, le CIS de la Gaspésie a amputé l'aide financière accordée pour le maintenir. On ne peut continuer à absorber les coûts engendrés par ce service sans agir. Rappelons que ce service d'accompagnement transport est plus qu'un transport. Ce service jumelle un bénévole et un bénéficiaire qui a besoin d'accompagnement pour un rendez-vous médical. Les CAB recrutent, accueillent, forment, encadrent et reconnaissent les bénévoles, en plus de céduler leur accompagnement. Les accompagnateurs sont bénévoles de leur temps, mais ils reçoivent tout de même une compensation financière pour l'utilisation de leur voiture. Les bénéficiaires, pour leur part, ne paient qu'une partie des frais de transport. Plusieurs facteurs contribuent à augmenter les frais de ce service. Le vieillissement de la population, la vulnérabilité, l'isolement de nos aînés, les grandes distances à parcourir et l'absence de transport en commun. Pour vous donner une idée, en 2024-2025, les bénévoles des CAB ont parcouru plus que 477 000 km pour accompagner des aînés lors de 4 871 rendez-vous partout en Gaspésie, parfois à Rimouski et à Québec. Pour maintenir le service coûteux, les CAB ont dû restreindre l'offre des dernières années en limitant le nombre de transports aux bénéficiaires ou encore en refusant les déplacements hors région. Solution peut-être facile que certains pourraient penser, pourquoi que les bénéficiaires ne paient pas 100% de la facture, c'est que nous savons très bien que nos aînés n'ont pas les moyens financiers d'absorber la facture à 100%. Ce qui nous amènerait à fragiliser encore plus nos aînés. Puis, on est persuadé que certains ne se présenteraient pas à leur rendez-vous. Donc, aujourd'hui, ce que nous demandons au CIS de la Gaspésie et de Santé Québec, c'est de recevoir un financement adéquat qui nous permettrait de maintenir et d'offrir un service adéquat à nos aînés, 65 ans et plus. Je laisserai la parole maintenant à Michel Alexandre. Oui, merci beaucoup, Nancy. Je serai bref. En fait, le portrait qui a été présenté par Nancy et au nom des centres d'action bénévole de la Gaspésie, c'est vraiment un portrait qu'on peut étendre à toute la province de Québec. Donc, c'est vraiment un portrait qui est national. Les centres d'action bénévole, membres de la Fédération au Québec, c'est plus de 10 millions de kilomètres qui se font par année, annuellement. L'initiative qui est prise ici par les centres d'action bénévole de la Gaspésie leur appartient. Donc, c'est une décision qui est régionale. Donc, on ne parle pas d'une action qui va être nationale. Cela étant dit, c'est sûr et certain que les centres d'action bénévole, membres de la Fédération, partout au Québec, regardent très attentivement ce qui se passe en Gaspésie. On n'est pas un mouvement national demain matin, mais je vous dirais vraiment là, que les échos que j'ai, c'est que le service d'accompagnement transport est vraiment fragilisé. Donc, la Fédération est vraiment ici là, en appui au Centre d'action bénévole de la Gaspésie. On les félicite pour le courage. C'est clair, net et précis qu'ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Mais ça fait longtemps que la Fédération sensibilise le gouvernement, donc le ministre, sur les enjeux qui touchent tout l'accompagnement transport bénévole. C'est un service qui est vraiment essentiel et qui est
vraiment sous-financé comme d'autres services là, offerts par les câbles, mais le service d'accompagnement transport est, je dirais, celui qui est le plus affecté avec la hausse des demandes et aucune somme supplémentaire qui est ajoutée par le gouvernement. Et j'ajouterais que, je l'ai dit un peu, puis ça va être mon dernier point, c'est vraiment pas de gaieté de cœur que les câbles font. Mais c'est important de comprendre que les organismes communautaires autonomes, nommément les centres d'action bénévole, on n'est pas là pour se substituer à la mission du gouvernement. Donc, le gouvernement a une mission, doit prendre en charge la population qui est plus vulnérable ou aînée. Et c'est pas le travail des centres d'action bénévole de remplacer le gouvernement. Donc, c'est vraiment important de noter ça aujourd'hui. Nous, les organismes communautaires, les centres d'action bénévole, on fait notre possible pour répondre à la demande, pour aider les usagers de services, aider les aînés, mais on a besoin d'un coup de pouce du gouvernement. On ne peut pas remplacer le gouvernement. Merci beaucoup, puis félicitations au Centre d'action bénévole pour ce courage. Si vous avez des questions, peut-être que Nancy peut vous répondre. Peut-être lever la main. Je vais essayer de voir si je les vois, les mains levées ou juste ouvrir votre micro. Parfait, merci beaucoup. Vous parlez donc de sous-financement. Est-ce que ce serait possible de savoir combien chaque CAB reçoit pour ce service-là? Je ne sais pas si c'est annuellement, actuellement, et ce qui serait nécessaire d'avoir à vos yeux là, pour que ce service-là soit viable? Le montant que vous aimeriez recevoir du CIS et de Santé Québec. Pour 2024-2025, donc notre année financière de cette année, c'est 0 $ pour tous les câbles de la Gaspésie. 2023-2024, on avait pu s'entendre avec un financement de 200 000 $. Pour tout le monde? Exact. Exact. OK. Est-ce que je peux me permettre une question complémentaire? Oui. Est-ce que vous attribuez cette décision-là de sous-financer ce service-là, entre autres, au déficit actuel du CIS de la Gaspésie? Est-ce que c'est un lien que vous faites? Oui, oui. Ben, durant les rencontres, c'est un de leurs arguments, c'était ça. Là. Ils sont déjà en coupure budgétaire. Ils ont 40,7 millions à couper. Fait que on en déduit qu'on a fait partie de ce décompte-là. Est-ce que dans vos rencontres avec le CIS, il y a eu des propositions de leur part qui vous ont été faites pour transférer le service à d'autres ou utiliser un autre moyen de financement pour offrir le service? Dans le fond, si je comprends bien la question, c'est que vous demandez si le CIS nous a proposé d'aller cogner à d'autres portes auprès de d'autres ministères. C'est ça? D'autres ministères ou aller couper dans d'autres de vos services qui seraient financés ou aller cogner à la porte d'autres corporations, là? OK. Les conversations qu'on a avec le CIS, les discussions qu'on a eues avec le CIS, c'était à même le financement parce qu'on parle de bénéficiaires qui vont dans leurs soins. C'est on défrait des coûts pour que notre communauté puisse recevoir des soins de santé. Donc, ça relève pas mal du CIS, tant qu'à nous. Puis, d'aller cogner à d'autres portes ou ce que vous avez dit, d'aller couper dans d'autres services, la mission première, le financement qu'on reçoit dans les câbles, la mission première, c'est faire la promotion du bénévolat. Fait que les sommes, on prend déjà ces sommes-là pour pallier aux autres services qu'on offre. Ça vous coûte combien au global en Gaspésie offrir ce service-là? Pour 2024-2025, ça a été évalué là, pour toute la Gaspésie à 485 000 $. Puis dans les négociations, on s'était entendu au départ en octobre-novembre avec un autre montant, la même chose que l'année passée, un 200 000, mais que malheureusement a été aboli. Mais... Ça a passé au coup près. Oui, on a fait quand même, on avait fait plus que notre part là, en acceptant, en voulant négocier avec le 200 000 $. Pourquoi vous avez ciblé les 65 ans et plus? Parce qu'il existe une entente pour les 64 ans et moins, puis des remboursements faits avec le CLE, le Centre local d'emploi.
Bonjour à tous, Vanessa Limoges de TVA et Cité du Québec. J'ai envie de savoir, là, si j'ai bien compris, on suspend le service pendant 1 mois dans tous les câbles de la Gaspésie. Si le financement n'arrive pas, est-ce que cette suspension-là pourrait se prolonger? Qu'est-ce qui se passe après si on ne réagit pas à votre demande? Le après va être renégocié, mais c'est sûr que comme je disais en conférence de presse, pour assumer depuis quelques années, on a restreint le service. Fait que peut-être qu'on va être obligé encore là de s'asseoir ensemble, les 8 câbles, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste viable puis qu'on puisse quand même offrir des services à la communauté. Mais ça va... Oui? Excusez-moi, je ne voulais pas vous couper. Est-ce que je peux vous demander tout simplement à quel point est-ce que ce service-là est important en Gaspésie? Il est vital. Tu sais, on pense, notre population est vieillissante. Les gens, les proches aidants, ils en font énormément. Fait que ce service d'accompagnement-là, étant donné que c'est pas seulement un transport, puis que tu as la chance d'être accompagné avec un bénévole qui prend le temps d'aller chercher la personne, de la sécuriser, de l'apporter, pas de la parquer à l'accueil de l'hôpital ou du centre où est-ce qu'elle va, il l'accompagne. Tu sais, c'est riche comme accompagnement, c'est rassurant, puis ils n'ont pas d'autres moyens. La majorité de nos aînés n'ont pas d'autres moyens. Fait que nous, là, ce matin, effectivement, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Puis on le sait que ça va avoir des répercussions sur nos bénéficiaires. On a essayé de penser, parce que la personne qui va en oncologie ou qui va en hémodialyse 3 fois semaine, puis qu'il n'y a pas de proche aidant autour d'elle, mais tout seul. Fait que je pense que ça démontre assez l'importance de ce service-là. Absolument. On est rendu là, c'est ce que je comprends. Oui. Puis, dans le fond, tu sais, quand on dit que ça a coûté 485 000 pour l'année 2024-2025, si je ne me trompe pas, ça sert à quoi cet argent-là? C'est payer le carburant? Ça sert à quoi puisque ce sont des bénévoles, si je comprends bien? Bien, c'est des bénévoles, mais il faut faire le recrutement, il faut faire la formation, il faut encadrer, il faut faire la planification de ces rendez-vous-là. Puis là, ben, on parle de ceux qui sont réalisés, mais une fois qu'on a tout fait l'organisation du service, du transport, mais des fois, finalement, le spécialiste qui vient à Maria, qu'on a 25 demandes, mais le spécialiste, finalement, change sa journée. On recommence. Fait que c'est tout ça, c'est toute l'organisation de ce service-là, en plus des frais déboursés pour les bénévoles pour l'utilisation de la voiture, mais il y a aussi la partie des frais qui est défrayée pour le bénéficiaire qui n'a pas la capacité de payer à 100% les frais de déplacement. Et là, vous l'avez dit, mais je vous le demande quand même parce que je vais avoir un extrait qui dit « Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que tous les cadres de la Gaspésie demandent? » On demande un financement adéquat pour maintenir le service d'accompagnement de transport. Vous l'avez dit, c'est des rendez-vous qui peuvent être prévus de longue haleine. Là. Quand on parle de rendez-vous en oncologie, on reçoit rarement l'appel le matin même. Je voudrais savoir si vous avez déjà avisé vos bénéficiaires de la suspension de ce service-là et j'aimerais aussi savoir combien de personnes ont vu leur rendez-vous annulé là, pour le mois prochain, du moins. Les bénéficiaires vont être rejoints après la conférence de presse. Puis pour ceux que c'est plus... on connaît quand même nos bénéficiaires. Là. Fait qu'il y a même des travailleuses de milieu dans notre milieu là, qui vont aller rencontrer les bénéficiaires pour s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils comprennent bien le pourquoi de cette mesure-là. Puis peut-être voir les aider à trouver là, des alternatives dans leur milieu. Fait que c'est pas nécessairement des annulations qui vont se passer. Ils vont peut-être trouver d'autres moyens pour s'y rendre. Fait que je peux pas évaluer à la grandeur de la Gaspésie combien de rendez-vous vont être annulés. Mais c'est certain qu'il y en a qui vont l'annuler. Mais est-ce que vous savez combien de transports vont être annulés, à tout le moins? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous prévoyez un certain pourcentage? Je sais que c'est dur à prévoir, mais est-ce que vous attendez quand même à un nombre important d'annulations? Bien, en mars, dans nos prévisions, là, pour toute la Gaspésie, c'est au-dessus de 1000 transports qui devaient être prévus. Là. Si on prend les statistiques là, d'année en année puis qu'on y va pour le mois de mars, c'est environ 1000 transports qui devraient... est-ce qu'ils vont tous être annulés? Je ne suis pas certaine. Il y a peut-être... il y a des gens que l'accompagnement de transport pour les proches aidants,
c'était facilitant pour eux, ça leur donnait un petit moment parce que les proches aidants, dans notre région, ils en font beaucoup, beaucoup. Fait que d'avoir accès à l'accompagnement transport, ça soulageait un petit peu, tandis que là, ben, on va aller remettre une pile sur le dos des proches aidants aussi, là. OK. Fait que je reviens à la question de M. Sergerie qui est dans le chat. Donc, l'an dernier, le CIS avait octroyé 200 000 $. L'année en cours, il n'y a rien. Il pose la question pour l'an prochain, 25-26, est-ce que le CIS a avancé des montants? Ils n'ont avancé aucun montant. Ils disent qu'ils vont voir. Ils essaient auprès. Je vous dirais que le CIS de la Gaspésie a travaillé fort, mais comme vous savez, là, depuis décembre, on a une autre structure. Donc, Santé Québec est très important, puis que je crois que c'est là que le CIS, de ce que moi j'en ai compris, a moins ben, il doit plus se rendre vers Santé Québec au niveau du financement, fait que c'est un peu plus difficile. Fait que je sais qu'ils font des représentations auprès de Santé Québec, mais non, ils sont loin de savoir avancer pour des chiffres de 2025-2026. Mais ils connaissent nos chiffres. Ça, ils les ont. Comment ça nous coûte, les montants demandés, ils ont tout ça en main. C'est à partir de quelle date, en fait? Là, c'est tout le mois de mars, mais est-ce que vous donnez des raccompagnements pendant la fin de semaine? Est-ce qu'on parle du 3, finalement, mars, ou on parle du 1er, donc samedi? Du 1er mars. Du 1er mars au 31 mars. Parce que vous offrez des transports aussi la fin de semaine? Ça peut arriver. OK. Donc, on parle du 1er mars. Et je voulais savoir, est-ce que les bénéficiaires, pour avoir le droit à vos services, doivent être sélectionnés d'abord là, en montrant les salaires, ou vous acceptez tout le monde qui entre en contact avec vous, puis qui ont un besoin de transport tout simplement? Comment vous les sélectionnez finalement? C'est un service qui est offert à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. OK. Alors, la question, M. Sergerie, est-ce qu'on pourrait pas demander une tarification pour les gens qui auraient plus de moyens? Vous voulez dire qu'il y a une plus grande part, une plus de contribution de la part de gens qui ont plus de moyens financiers. D'accord, c'est votre question. Malgré tout, je ne pense pas que ça réglerait le problème du financement au niveau du service. Parce que, on ne l'a pas nommé, mais on a plusieurs bénéficiaires à qui on paye la facture à 100%. Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir le faire. Puis, en ajoutant plus de moyens, bien là, ça veut dire qu'on prend encore plus de temps à l'interne au niveau de la gestion, de l'encadrement, tout ça. Fait que ça va nous coûter plus cher en ressources humaines pour démystifier tout ça, puis s'assurer que telle personne à tel revenu va payer tant. Je sais pas si c'est la réponse que je ferais à la suggestion. Je me demandais, est-ce que des secteurs de la Gaspésie pour lesquels vous avez une inquiétude particulière, c'est-à-dire que des secteurs où les gens sont peut-être un peu plus isolés, où c'est plus déjà difficile de se rendre à l'hôpital, où vous aviez peut-être des demandes plus nombreuses, peut-être les extrémités, là, mais... Je vous dirais, là, que c'est un service qui est essentiel pour toute la Gaspésie. Parce qu'on a des grandes distances à parcourir. Tu sais, quand on dit qu'on a fait 477 000 kilomètres dans une année, là, ben, ça veut dire que nos gens habitent loin, majoritairement. Fait que ça touche pas... C'est sûr que si on pense aux deux extrémités, c'est certain, mais il reste que même si les gens viennent au centre hospitalier, exemple à Maria, puis que les gens habitent à Saint-Alphonse, ils n'ont pas plus de transport pour se rendre. Fait que ils sont aussi, c'est aussi nécessaire pour tout le monde. Puis, je veux juste être sûre de bien comprendre tout à l'heure. Si j'ai bien compris, vous disiez bon, qu'il y avait quand même une partie de la facture que les bénéficiaires payaient. Comment ça fonctionne? Parce que vous me dites, vous ne voulez pas refiler, je le comprends, la totalité de la facture, mais à l'heure actuelle, comment ça marche pour le paiement de ces services-là? Ça dépend des centres d'action bénévole. Si je ne me trompe pas, la majorité, c'est environ 30% que les personnes vont défrayer. Puis, c'est déjà établi dans un tableau, là, les distances. Fait que les personnes, quand ils téléphonent, le bénéficiaire, la personne qui reçoit l'appel peut exactement lui dire le montant. Là. Tu sais, ça va être 6 $ pour vous rendre à votre rendez-vous. Ça va être établi de cette façon-là. Donc, les gens sont avisés à l'avance, ils vont avoir un coût à payer, puis c'est déjà entendu comme ça. Là. Un peu comme pour un billet d'autobus. Là. Exactement. Je comprends. C'est un prix fixe. Ce que vous offrez, là, mais OK.
Oui, mais ça ne varie pas, là. D'une semaine à l'autre, on suit l'essence augmentée, on augmente. Non, non. C'est un tarif qui est fixe. Merci. Madame Drapeau, peut-être que, Nancy, je veux juste une petite précision, c'est que les bénévoles sont bénévoles de leur temps, mais le kilométrage est payé, donc c'est autour de 52-54 sous du kilomètre, mais le bénéficiaire paye seulement une partie de ça, c'est moins de la moitié de ça qui est payé, donc il y a quand même une part qui est assumée par le CAB, en plus de tous les volets d'accompagnement de traiter avec les bénévoles. Madame Limoges, oui? Oui, une petite question bien simple. Je me demandais précisément de combien on aurait besoin sur un an pour que ça fonctionne et qu'on puisse offrir le service à tous ceux qui le veulent. Bien, comme je disais tout à l'heure, ce que nous, on en a fait d'évaluation, c'est 485 000 que ça coûte le service. Le montant demandé aussi, c'était de 350 000. Parfait. Et là, si je comprends bien, en 2024-2025, vous avez eu 0? Ça part du 6? 2024-2025, effectivement. Ouais. OK, d'accord. Fait que là, vous avez un pas pire déficit là, pour offrir ce service. Exactement. OK. Parfait, merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. La ville de Gaspé poursuit l'élaboration de sa planification stratégique et invite la population à s'exprimer sur les grandes orientations définies, après une vaste consultation ayant mobilisé près de 1000 citoyens. 4 axes stratégiques ont émergé: le territoire, le volet social, l'économie et l'organisation municipale. Le conseil municipal souhaite recueillir les avis des citoyens avant de finaliser le document, prévu pour le printemps. Un sondage en ligne est disponible jusqu'au 28 février. Cette initiative, accompagnée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vise à guider le développement de Gaspé pour la prochaine décennie. Le cycle baissier du crabe des neiges, dans le sud du golfe du Saint-Laurent, pourrait se terminer d'ici 2 à 3 ans, selon Pêche et Océan Canada. Après un pic entre 2018 et 2022, où les stocks atteignaient jusqu'à 85 000 tonnes, ils ont chuté à 51 700 tonnes en 2024 et pourraient descendre à 43 000 tonnes si la tendance se maintient. Malgré la présence de jeunes crabes, favorisant une remontée future, les scientifiques surveillent l'impact du réchauffement des eaux, qui pourrait poser des défis à long terme pour l'espèce, comme observé en Alaska. Le Parc national Forillon débute son inventaire aérien des orignaux afin d'évaluer l'état de la population et orienter sa gestion. Une équipe survolera la péninsule sur une période de 3 à 4 jours, selon les conditions météorologiques, nécessitant entre 20 et 25 heures de travail. L'accumulation de neige et la visibilité sont essentielles pour assurer un comptage précis. En 2023, la population était estimée à 530 individus, en baisse par rapport au record de 840 en 2017. Parc Canada explore aussi l'usage de détecteurs thermiques pour améliorer le suivi des populations animales. La ville de Percé démontre des efforts pour corriger les problèmes soulevés dans le rapport accablant de la Commission municipale du Québec, CMQ, en juillet dernier. L'observatrice Mélanie Robert, mandatée pour évaluer les mesures prises, souligne une volonté claire de redressement, tant du conseil municipal que des employés. Des actions significatives ont été mises en place, notamment des formations et l'amélioration des processus décisionnels. Cependant, des ajustements restent nécessaires, comme la mise à jour du règlement budgétaire et le renforcement de la gestion des relations de travail. Le ministère des Affaires municipales suivra l'évolution et soutiendra la ville dans cette transition.
Le 4e Salon Fourchette Bleue se tient cette semaine à Québec. L'événement met en valeur les produits marins du Saint-Laurent, réunissant l'industrie de la pêche et les marchands, pour promouvoir ses ressources à travers la province. Exploramer, par l'entremise de sa directrice Sandra Gauthier, souhaite élargir la distribution des espèces méconnues comme le phoque et les oursins, en plus des produits phares tels que le homard. L'événement sert aussi de plateforme pour discuter des défis limitant l'accès aux ressources marines sur le marché québécois, la distribution étant identifiée comme le principal obstacle à leur expansion commerciale. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de Maître Alexis Deschênes et de Droit collectif Québec contre la suppression de la circonscription d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia, jugée raisonnable par le juge Sébastien Grandmont. Selon la décision, la Commission a respecté les principes de représentation effective et de parité électorale, malgré les préoccupations liées aux régions rurales. Les demandeurs sont condamnés à verser 8 000 $ en dépens. Maître Deschênes envisage un appel et promet de défendre le poids politique des régions québécoises, notamment par un projet de loi s'il est élu député. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.